La vie est une suite constante d'expériences. Plus on en fait, mieux c'est. Nous sommes Selma et Swazik de Séraphin.légal. Avec Parole de juriste, nous vous proposons de décortiquer pour vous les parcours de juristes d'entreprises inspirants. Ils vous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes et tous les conseils utiles aux nouvelles générations de juristes. Notre objectif, vous mettre à disposition toutes les recettes pour progresser dans votre carrière de manière concrète. Bonne écoute! Bonjour Maëlle. Bonjour Maëlle. Bonjour Selma et Swazik. Comment ça va? Ça va bien et vous? Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On est très très contente de t'avoir avec nous aussi pour ce nouvel épisode de Parole de juriste. C'est pas la première fois qu'on échange. On avait échangé avec toi et notamment avec Thomas, le cofondateur de Séraphin.légal. On était particulièrement curieux à l'idée d'en savoir plus sur ton poste. Comment tu es devenu contract manager après avoir été juriste et après avoir occupé aussi un poste de consultante. Ton profil nous paraissait particulièrement intéressant et intriguant. Et l'échange s'est tellement bien passé qu'on s'est dit qu'il fallait nécessairement le partager avec d'autres personnes, donc les personnes qui nous écoutent. Et en plus, au plus grand bonheur de Swazik, il me semble que tu es bretonne. Tout à fait, c'est vrai. Voilà, donc ça doit encore plus ravir Swazik qui est à côté de moi. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles. C'est important. Il faut promouvoir la Bretagne un petit peu. On a une forte communauté de Bretons. Ils sont pas très nombreux, mais ils sont très... en tout cas, on les entend beaucoup chez Séraphin. On va coloniser le monde. Tout à fait. Bah écoute, ce que je te propose, Maëlle, pour commencer, c'est que tu puisses te présenter, me dire d'où tu viens, qui tu es, ce qui te plaît. Oui, encore une fois, merci pour l'invitation. Je suis vraiment très honorée de participer au podcast Parole de juriste. Moi, je suis Maëlle Bihan. J'ai une formation pluridisciplinaire, orientée tout d'abord vers les sciences humaines. J'ai commencé avec de la philosophie, un peu de littérature. Puis après, j'ai enchaîné avec du droit, qui m'a menée jusqu'au Master 2. Je suis donc juriste de formation, je suis plutôt curieuse de nature. Je pense que c'est ce qui m'a conduite à expérimenter plusieurs univers professionnels, puisque j'ai été juriste, j'ai été consultante et aujourd'hui je suis contract manager. Et au-delà de ton parcours professionnel, est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Parce que je me doute que tu n'as pas souhaité être juriste quand tu avais 5 ou 6 ans. Pas du tout. Tout à fait. Non, alors moi j'ai commencé le théâtre assez jeune, parce qu'enfant j'étais plutôt timide. Mes parents m'avaient inscrit au théâtre un petit peu pour vaincre cette timidité. Et j'ai vite pris goût, malgré quelques départs un petit peu compliqués. Et je me rappelle donc avoir souhaité pendant longtemps devenir comédienne ou actrice, enfin ou les deux, et puis célèbre quoi, tant qu'à faire. Évidemment. C'était l'idée. Donc bon, on est assez loin du compte aujourd'hui, mais bon, je sais pas, le podcast, c'est peut-être le début de la célébrité. Je sais pas. On sait jamais. C'est clairement le début de la célébrité, Maëlle. Je pense que tu vas percer à la suite de ça. Aucun doute. C'est l'objectif. Hein. Je mets un peu de pression, mais c'est l'objectif. Je voudrais pas dire, mais dans le boulot de juriste, on fait souvent du théâtre d'improvisation en fonction des dossiers. Mais c'est pas faux. Et en fait, c'est vrai que cette activité m'a quand même beaucoup servi, un petit peu pendant les études. Et puis, ça me sert toujours aujourd'hui parce que dans la négociation, par exemple, c'est vrai qu'on est un petit peu sur une scène de théâtre. Alors peut-être avec un peu moins de gestuelle, mais en tout cas, en effet, on apprend aussi à prendre un petit peu de recul sur soi, aussi à écouter les autres, à laisser la place à chacun. Et je trouve que c'est c'est un bon vécu et ce sont des petits outils que je peux réutiliser aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et puis il y a un point commun aussi entre le théâtre et la fac de droit, ce sont les textes. On dit souvent que à la fac de droit, il faut apprendre des textes par cœur. Bon, ça, je suis pas toujours d'accord avec ça. Moi non plus, je suis pas toujours d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, au théâtre, il faut aussi apprendre. Et puis, ce que j'ai appris en regardant un peu ton parcours, c'est que tu es aussi passé par la fac de philo, qui est alors là plutôt basée sur le cheminement de la pensée. Donc, comment toi, tu as vécu un peu cette transition universitaire ? Moi, je l'ai bien vécu. En fait, je trouve que c'est intéressant d'avoir des doubles parcours, ou en tout cas d'avoir des environnements d'apprentissage ou de curiosité assez différents.
voilà, le droit, c'est une chose, mais je pense que ce qui m'a beaucoup servi dans ma vie professionnelle, au-delà de l'expertise, c'est d'avoir, je dirais, une curiosité pour différents sujets. Et je pense que la littérature, la philosophie, les sciences humaines en général, mais ça peut être voilà une passion. Bon, moi, c'est le théâtre, mais ça peut être plein d'autres choses. Je pense que ce sont des choses qui nous apprennent à vivre et à travailler avec les autres de manière intéressante, de manière interactive. De créer aussi des ponts et des échanges entre des matières différentes, des univers différents, mais aussi des personnalités différentes avec des formations qui sont pas les mêmes que les nôtres. Et du coup, t'as dû faire des stages pour compléter ton parcours universitaire. Comme tout étudiant qui se respecte. C'est ça. C'est ça. Qui sont pas compliqués, qui sont très compliqués plutôt à trouver en ce moment. Donc, on a une énorme pensée pour les étudiants en droit. C'est vrai. C'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, d'ailleurs, tu pourras nous donner à la fin de l'épisode tous tes conseils sur le sujet. Je serais ravie de pouvoir les partager. Et donc, tu as effectué un stage en cabinet d'avocat chez Fidal, un stage aussi au tribunal administratif de Rennes. Et est-ce que c'était volontaire, justement, de choisir un stage en juridiction et un stage en cabinet d'avocat? Tu voulais découvrir ces deux cadres spécifiquement pour faire ton choix entre les deux à ce moment-là? Ou c'était justement un simple concours de circonstances? Alors, je dirais les deux. En effet, l'idée des stages, c'est d'étoffer son CV, c'est de sortir un petit peu du cadre purement théorique de la fac pour apprendre autrement et puis observer ce qui se fait un petit peu dans la pratique. Je dirais que les deux et à la fois beaucoup de chance et d'opportunités parce que c'est quand même une récurrence, en effet, ces stages en cabinet d'avocat et en juridiction surtout, qu'on observe en fac de droit, et c'est un petit peu dommage, et je pense que c'est même dommageable parce qu'en fait, malheureusement, les stages qui nous sont ouverts sont quand même assez restreints. Et donc, en effet, le plus simple, souvent pour avoir des stages, parce qu'en effet, ces stages sont malheureusement pas obligatoires et sont pas prévus bien souvent avant le master 2, voire jamais en fait, parce que parfois on est en master recherche et il n'y a pas de stage prévu. Donc ça reste tout à fait optionnel. C'est pas toujours développé dans la culture professorale. C'est pas toujours valorisé non plus, même si évidemment ça change quand même, ça devient de plus en plus. Et donc, ça concourt aussi à ces difficultés, vous en parliez, de trouver pour les étudiants des stages, et sans parler de stages rémunérés, malgré quelques partenariats qui peuvent exister avec la fac, mais ça reste quand même assez rare par rapport au nombre d'étudiants. Donc, en fait, le plus simple souvent, c'est de faire un stage en cabinet d'avocat, grâce à son réseau de proximité, grâce à son entourage, aux parents d'amis, aux amis des parents, ou un peu ou au culot quand on en a parfois. Faut savoir un peu en faire preuve quand on débute. Mais souvent, c'est un peu le hasard, le fruit des recherches. Donc, moi, j'ai eu de la chance de par mon entourage et puis avec un peu de recherche quand même, parce que j'avais pas non plus. Mes parents sont pas du tout du monde du droit. Qu'est-ce qu'ils font, tes parents ? Moi, mes parents sont fonctionnaires tous les deux. Ok. Donc voilà, ma maman dans l'administration, à l'état civil, et puis mon papa, il est fonctionnaire de police. D'accord. Ça reste, mon papa, c'est le monde judiciaire quand même, mais ça reste, assez éloigné du juridique pur, je dirais. Et ensuite, donc tu as été juriste chez Fidal et tu es passé de ce poste de juriste chez Fidal à du consulting en management et en conduite de changement chez Columbus. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce choix et puis comment on décide de quitter temporairement la fonction juridique pour faire du consulting ? Oui, tout à fait. Comme on le disait, donc souvent, on a une vision quand même assez limitée parce que la fac de droit, c'est un environnement intellectuellement très stimulant. Moi, j'ai eu beaucoup de très bons professeurs, donc en termes d'acquis théoriques, j'ai vraiment beaucoup apprécié ces années-là. Il y a une vraie qualité de l'enseignement, je trouve, qui est quand même qu'il faut souligner. Par contre, il y a une séparation totale, je trouve, qui existe entre les études et le monde du travail, et surtout le monde de l'entreprise. Et donc moi j'avais une vision assez limitée quand même des métiers du droit. C'était magistrat, avocat, juriste, le triptyque bien connu. Et finalement le juriste, ça recouvre une réalité qui est pas du tout homogène ou uniforme. C'est beaucoup plus varié que ce que dit juste son intitulé. Donc en fait, c'était pour moi une fonction assez floue. Et puis j'avais fait donc en effet quelques stages dans des cabinets d'avocats généralistes. J'ai fait un stage de fin d'études chez Fidal, donc une structure un petit peu plus grosse qui marche un petit peu plus comme une entreprise, une institution, enfin en tout cas un cabinet parisien. Donc j'avais quand même fait plusieurs types aussi de cabinets d'avocats. Et puis malgré tout, à la suite de mon stage de fin d'études chez Fidal, j'ai une interrogation sur la suite à donner, la suite de ce parcours juridique, parce que j'ai pas eu de réelle vocation pour le métier
d'avocat, j'ai pas eu de révélation qui soit née suite à ces stages-là, même si c'était intéressant. Mais ce n'est pas grave. Moi, ça a été pareil. Et on vit très bien sans avoir le diplôme d'avocat. Tout à fait, mais du coup se poser la question de savoir quoi d'autre. Et puis donc j'avais en effet ce métier de juriste, mais qui m'était totalement inconnu, le monde de l'entreprise également. Voilà, mes parents viennent pas du monde de l'entreprise, donc j'avais pas non plus de modèle et donc pas de connaissances. Et donc ça me paraissait être un monde intéressant, mais pour lequel j'avais pas forcément en fait d'image ou de représentation. Donc en effet, ça m'intéressait, j'avais cette curiosité-là, et en même temps le métier de juriste, je voyais pas comment il s'intégrait non plus, à la représentation que j'imaginais de l'entreprise. Donc c'est posé un petit peu la question en effet de la suite, et puis juriste, je me projetais pas. Pour quelle raison? En fait, j'avais cette image un petit peu du juriste, gratte-papier au sein de l'entreprise, donc qui est une image un petit peu ancienne, mais je pense qui est véhiculée aussi par un manque de connaissances. À la fois du monde de l'entreprise et de cette fonction-là, et puis parce qu'en fait, on nous fige un petit peu sur ce mot de juriste. Puis en plus, juriste, c'est à la fois, je dirais, une fonction, un métier, et puis c'est aussi, on nous appelle juriste quand on est étudiant. Donc finalement, on a l'impression qu'on va faire, des recherches dans un monde de l'entreprise avec des gens qui n'ont pas forcément fait de droit. Donc je voyais pas comment j'allais m'intégrer dans cet environnement en faisant du droit. Donc je me suis dit finalement pourquoi pas le monde de l'entreprise, mais peut-être en sortant de ce cadre juridique, parce que peut-être ça allait pas être aussi intéressant, et puis peut-être que finalement si je fais du droit pur, c'est plus le cabinet d'avocat. Mais bon, juriste en entreprise, je voyais pas forcément. Et puis pareil, je trouve que entre juriste généraliste, juriste spécialisé, je savais pas, j'avais pas forcément de spécialisation non plus, de prédilection. Donc en fait, ça restait assez flou pour moi. Et je me suis dit finalement pourquoi pas le monde de l'entreprise, mais élargir un petit peu mes compétences et partir sur autre chose. Parce que j'avais pas de projection, je pense, particulière, et puis pas non plus de modèle, j'avais pas forcément eu plus d'échanges avec des juristes et avec ce monde-là. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de rencontrer plusieurs personnes avec des parcours un petit peu différents du mien pour essayer d'ouvrir un petit peu mon horizon, d'élargir un petit peu mes perspectives. Et puis aussi, je me suis fait entourer par des coachs, par quelques mentors, un petit peu ces rencontres qui viennent changer votre vie, ou en tout cas un peu votre regard sur le monde. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, cette question en fait de la vie professionnelle au sens large, elle a toujours été latente. Elle a toujours été là parce qu'on sait, je savais que j'allais devoir entrer dans le monde du travail comme toute étudiante, mais ça avait toujours été une question un peu en attente, pas vraiment explorée. Ça avait été réfléchi, de manière un peu théorique quand j'avais fait des stages, ou de manière un peu intellectuelle. Et puis en fait, quand vous rentrez dans ce monde-là, vous vous dites, en fait, c'est ce que je vais faire pour les prochaines années. Et donc finalement, j'avais pas fait de choix définitif ni acté. J'avais pas forcément réfléchi non plus, à mon environnement de travail, à ce que j'aimais faire ou pas au quotidien, aux personnes avec lesquelles je voulais évoluer. Toutes les questions qu'on devrait se poser finalement, mais qu'on se pose pas, et c'est pas des choses qu'on vous apprend non plus à la fac, et c'est pas forcément inné. Donc en fait, moi, cette question en effet de la vie professionnelle, elle s'est posée de manière assez soudaine finalement et un peu brutale. J'avais pas forcément eu de préparation. Évidemment, on vous en parle, vous savez que ça existe. En tant que jeune adulte, vous allez rentrer dans le monde du travail. Mais en fait, je trouve que vous le comprenez, en tout cas, moi, c'était mon cas, que quand vous le vivez. Quand on vous dit, là, les études, c'est terminé, et en fait, tu vas être ici, entouré de ces gens, à faire ça pour les prochaines années. Les 40 prochaines années? Mais en fait, c'est un peu comme ça que vous le vivez, surtout quand vous êtes étudiante. Il y a quand même cette rupture, je pense. Alors, elle est plus ou moins facile, mais pareil, dans la fac de droit, vous avez pas d'alternance. Alors, ça se développe de plus en plus, et c'est très bien, mais vous êtes pas du tout. Enfin, si vous voulez, la rupture, elle est assez brutale parce qu'il n'y a pas d'intégration, je dirais, douce dans ce monde-là. En alternance, vous avez, à la fois l'école, à la fois l'entreprise. Vous avez le temps de vous y faire. Quand vous passez d'un univers quand même très théorique, très intellectuel, avec des professeurs, donc qui viennent aussi d'un monde de l'éducation nationale, qui sont quand même souvent des personnes qui ont fait des doctorats, donc qui ont un vrai bagage à vous apporter, mais qui finalement sont aussi assez coupés un petit peu. Alors ça dépend, il y en a aussi qui sont consultants pour des entreprises, mais c'est quand même assez rare. En tout cas, ils vous en parlent pas forcément. Donc en fait, je dirais que la rupture, elle est quand même assez soudaine. Donc je pense qu'en effet, se faire accompagner par des personnes, mais aussi ça peut être soit par des coachs. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui s'appelle Gaëlle Anon, qui est vraiment exceptionnelle, qui a été mise sur mon chemin et qui m'a accompagnée dans cette phase de questionnement qui pour moi est intervenue à la fin des études et au tout début de la vie professionnelle, où vous avez quand même des choix importants à faire parce que ça va structurer quand même un petit peu les prochaines années de votre vie. Et tu l'as rencontrée comment Gaëlle, c'est bien ça?
Ouais, Gaëlle Lannon, que j'ai rencontrée en fait par l'intermédiaire de ma colocataire, une Normande. Voilà, les Normands et les Bretons se retrouvent à Paris. On était colocataires dans le 15e et en fait sa maman c'est ça, et voilà, comme quoi le réseau breton et normand. Voilà, donc en fait, sa maman connaissait donc cette personne qui travaillait donc en effet avec des professionnels qui souhaitaient soit se transformer, se réorienter, prendre confiance en eux. Voilà, elle intervient dans beaucoup de domaines. Elle a eu aussi un parcours professionnel très riche. Elle a travaillé dans beaucoup d'entreprises et puis elle a fait du marketing, elle a fait du coaching. Elle avait aussi, je dirais, un parcours très différent. Donc, je dirais à la fois par ses compétences en coaching, mais aussi par son parcours, j'ai appris en fait à rencontrer des gens qui faisaient pas du tout la même chose que vous, qui a un regard un peu plus expérimenté parce que du recul, qui permet aussi de relativiser, de vous dire, prends un petit peu de temps peut-être pour bien te connaître et faire les bons choix. Et donc j'ai été contente, d'avoir cette petite pause pour bien réfléchir à ce que je voulais pour la suite. Et puis aussi, je dirais, elle m'a donné confiance pour réfléchir à peut-être sortir du cadre, faire un pas de côté, en tout cas oser réfléchir à d'autres perspectives que ce pourquoi on nous a peut-être formaté, ou ce pourquoi on se formate aussi, parce qu'il y a ça beaucoup, c'est-à-dire que parfois c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. Mais en tout cas, je pense que parler à des personnes différentes, s'entourer de gens différents et complémentaires, c'est très important. Alors ça peut être avec un coach, mais ça peut être aussi avec des amis, avec des gens que vous avez sur LinkedIn. Je trouve que maintenant, c'est vrai que c'est un réseau qui se développe beaucoup. Moi, à l'époque, c'était un peu moins le cas, et puis j'avais peut-être pas cet outil-là en tête forcément, et c'était peut-être aussi un petit peu les prémices. Mais aujourd'hui, c'est quand même un formidable outil pour avoir accès à plein de gens qui font des choses très différentes. Et en fait, l'idée, c'est juste d'aller à la rencontre, de poser des questions, et puis de cheminer un petit peu sur soi et sur ce qu'on a envie de faire. Et ça t'a amené donc vers le management et la conduite du changement. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, moi je voulais prendre un petit peu de la hauteur. Je voulais sortir un petit peu de mon parcours classique tout tracé, et puis de l'horizon un petit peu restreint, du chemin un peu étroit tout petit que je m'étais construit. Et donc voilà, je voulais sortir un petit peu des sentiers battus contre toute attente, et même parfois contre l'avis de certains. C'est ça, c'est qu'il faut aussi parfois avoir confiance en soi et peut-être pas toujours prendre l'avis de son entourage très proche. Alors c'est des avis qu'il faut écouter, mais parfois il y a aussi, je dirais, la crainte de l'entourage familial, parce que évidemment quand on sort des études, il y a la volonté soit parentale, même amicale, que vous trouviez votre voie rapidement, que vous trouviez le meilleur pour vous, mais en tout cas c'est vrai que c'est toujours plus rassurant de suivre la voie et le parcours un petit peu linéaire. Donc je trouve que c'est bien aussi de se faire conseiller par des gens qui auront peut-être un petit peu moins d'affect envers vous et qui auront peut-être une position plus objective, des gens qui vous connaissent moins ou qui vous connaissent pas. Et donc voilà, moi j'ai voulu prendre une direction un peu différente, et puis je me suis intéressée en fait de plus en plus au monde de l'entreprise. J'avais aussi un entourage qui collaborait en fait dans le monde de l'entreprise, et donc avec cette curiosité grandissante, j'ai rencontré des gens qui faisaient du conseil, de la conduite du changement, et comme je voulais aussi élargir un petit peu mon horizon, je me suis dit pourquoi pas élargir mes compétences, et donc de rencontres, en recommandations, en entretien, j'ai eu une opportunité dans le monde du conseil, donc en organisation et transformation des entreprises chez Columbus Consulting. Donc voilà, c'était un cabinet qui grandit bien maintenant, qui a une belle croissance, mais qui était aussi ouvert pour recruter des profils un petit peu atypiques, ou en tout cas qui venaient pas forcément d'une école de commerce. Et donc ça, je trouve que c'est aussi très chouette de la part de ces cabinets, de laisser une petite place pour des gens qui n'ont pas forcément un parcours justement tout à fait linéaire, ou qui viennent pas d'une école de commerce. Je pense que c'est ce qui les a intéressés, c'est-à-dire que j'avais à la fois la réflexion critique avec la philosophie, en même temps la rigueur quand même de l'univers juridique était intéressant. Après, l'idée c'était justement de confronter un petit peu ce parcours différent avec des gens qui avaient d'autres compétences, peut-être plus de soft skills que ce qu'on avait appris en fac de droit. Et en même temps, j'avais fait du théâtre, j'étais plutôt à l'aise à l'oral, même si c'est assez différent, une activité et le monde professionnel. Mais en tout cas, c'était une rencontre assez intéressante aussi en termes humains. C'est-à-dire que vous rencontrez des gens qui n'ont pas le même parcours, et je pense que ça permet de faire des passerelles et des ponts intéressants entre des gens qui viennent pas du tout de la même formation. Et pendant ta période de consultante en management, tu as travaillé pour des entreprises
publics comme le Conseil général de Nantes ou des sociétés privées comme, pour ne pas les citer, la Société Générale, le groupe EDF ou Essilor. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet qui t'a marqué et est-ce que tu as travaillé pour le compte de direction juridique? Alors, j'ai pas du tout travaillé pour le compte de direction juridique ou de service juridique. J'ai pas travaillé pour des juristes, ni même avec des juristes, et ce qui était une bonne chose en fait. En fait, j'étais entourée de tout sauf de juristes, et voilà, et j'avais pas de gens qui avaient le même parcours que moi. Enfin, peut-être quelques-uns. Je crois qu'on avait une ancienne avocate parmi nous, mais c'était à peu près tout. Et puis même mes clients, voilà, ils venaient d'écoles de commerce, ils étaient managers ou ingénieurs. Donc c'était très bien parce qu'en fait j'étais entourée de gens très différents de moi et ça a été vraiment toute la richesse de cette expérience. Ça a été la difficulté au départ aussi, mais en tout cas l'idée c'était vraiment de pouvoir travailler avec des gens qui n'ont pas le même parcours, mais aussi qui n'ont pas les mêmes références et qui n'ont pas les mêmes méthodes de travail. Ils n'ont pas forcément les mêmes critères que vous de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce qu'on valorise ou pas. Et donc ça c'est hyper intéressant. Par exemple moi quand je suis arrivée, oui cette distinction entre la forme et le fond. Moi je la voyais pas. C'est-à-dire qu'en fac de droit, moi je me suis jamais posé la question de la présentation, de ma manière de communiquer ou de devoir convaincre, je dirais par la forme ou par le format. C'est-à-dire qu'en fait, en fac de droit, ou en tout cas moi ce que j'en ai retenu, c'est que ce qui compte c'est le contenu, ce qui compte c'est la rigueur de l'argumentation, c'est la rigueur intellectuelle. Et en fait, on se rend compte que dans le monde de l'entreprise, déjà vous êtes face avec des gens qui sont pas juristes, donc il faut savoir être pédagogue, faire preuve de pédagogie, donc il faut savoir bien communiquer, et oui, il faut savoir convaincre, même entouré de juristes. Et donc en fait, tout ça, ça passe évidemment par le fond, mais la forme est importante. Et d'ailleurs, on voit que ça change c'est presque essentiel au final. Et au final, mais c'est ça, on se rend compte que c'est presque. Et moi, quand je suis arrivée, j'avais pas du tout cette mentalité-là. Et d'ailleurs, voilà, moi j'avais cette position de dire ce qui compte, c'est le fond. Moi, j'ai la philosophie, donc évidemment, ce qui compte, c'est les mots, c'est l'argument, peu importe. Et finalement, vous vous rendez compte qu'en fait, ça a un impact énorme. Donc ça, c'était un des apprentissages et j'en suis contente parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même un des nouveaux défis du droit. On parle de legal design, on parle de langage juridique clair. Et donc, en fait, tout ça, ce sont des sujets qui m'intéressent parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec le conseil à quel point ce sont des sujets importants. Il y a aussi le travail en équipe. Moi, en droit, je me rappelle pas avoir fait de travail itératif, un travail collectif avec qui que ce soit. Ou alors vous en avez un qui gratte sur 5, quoi. Enfin, c'est souvent ça, ou un ou deux. Donc en fait, pareil, vous remettez aussi en question. En tout cas, moi, à travers cette expérience-là, j'ai réussi à remettre en question, parce que vous n'avez pas le choix de toute façon, ce qui vous semble être la bonne façon de faire, la bonne façon de penser, parce qu'en fait, c'est celle que vous avez apprise, hein, donc forcément, c'est celle que vous répétez. Bon, après, l'idée, c'est pas forcément de faire l'apologie ou la critique d'un système ou d'un autre, parce que je pense qu'il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre, simplement. Je pense que l'intérêt, c'est vraiment de se frotter à d'autres univers que le sien, essayer de tirer en fait le meilleur des 2, des 3 ou des 4 univers qu'on a la chance de côtoyer. Et puis voir ce qui est aussi le meilleur pour soi, parce qu'il y a des univers qui vont pas nous correspondre. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même une bonne idée d'aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, pas forcément de changer de métier, mais en tout cas de s'intéresser à d'autres parcours. Et puis voir ce qui nous fait vibrer, parce que c'est ça aussi la vie pro, hein. Il y a du travail, mais ça reste quand même une bonne partie de la vie. Et est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu as travaillé chez Columbus et qui t'ont aidé, qui t'aident aujourd'hui dans ton quotidien de juriste et contract manager? Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu pas mal de missions en conduite du changement. On avait pas mal de missions justement de transformation par rapport à des déménagements de collaborateurs vers de nouveaux complexes immobiliers. Donc, par exemple, la Société Générale, je peux le dire parce que ça a été fortement médiatisé, mais voilà, il y a eu un déménagement, par exemple, 5000 collaborateurs, je crois, si je me souviens bien, donc qui partaient de la Défense à ce qu'on appelait les Dunes, à Val de Fontenay, avec de vrais changements dans les modes de travail, parce qu'on avait du flex office, il n'y avait plus de bureaux individuels, donc ni pour les collaborateurs, ni pour les managers. Donc on avait en effet tout ça à mettre en place, on avait vraiment cette implémentation des nouveaux modes de travail à réfléchir, donc toute une stratégie de communication à mettre en place. Et donc en fait, je me suis aperçue avec cette mission que finalement l'expertise, c'est une bonne chose, mais que si vous n'avez pas l'intelligence émotionnelle, si vous savez pas faire preuve d'empathie, si vous n'avez pas une capacité d'écoute active, si vous savez pas porter une communication, porter une vision, finalement vous échouez. Et
tout ça en dépit de toute l'expertise du monde que vous pouvez avoir. Et donc, je trouvais ça intéressant finalement de voir que l'expertise, qu'on valorise beaucoup dans le milieu du droit, et c'est une bonne chose, mais qu'en tout cas, l'expertise, elle doit aussi reposer sur beaucoup d'autres compétences et beaucoup d'autres types d'intelligence. Je dirais ce qui est quand même assez rassurant, parce qu'on voit que le droit se complexifie, donc moi, ça me rassure. Je me dis, ça va, il y a d'autres types d'intelligence que je peux valoriser. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est dans ce type de mission, vous vous rendez compte que l'expertise, c'est bien, mais il y a aussi beaucoup de soft skills qui sont très très importantes, parce que finalement l'implémentation, évidemment, elle résulte d'une expertise, mais beaucoup de déploiements et de choses qu'on va mettre en place demandent aussi de savoir faire preuve d'écoute, d'empathie et de relationnel. Clairement, il faut que les changements soient acceptés ou au moins compris pour que tout se passe bien. Et pour être accepté ou compris, il faut effectivement savoir bien l'expliquer et donc savoir communiquer. Et c'est pas toujours évident. Voilà, et je pense que ça s'apprend, et quand on n'y est pas confronté, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc le fait d'y avoir été confronté assez tôt, aujourd'hui ça me sert, parce que voilà, dans mon activité, je pense qu'aujourd'hui je suis capable de voir un petit peu au-delà de mon propre service, et essayer de voir un petit peu l'entreprise aussi comme un vrai système, voilà, avec ses rouages, ses interactions. C'est-à-dire, on n'est pas juste un service parmi d'autres, on est un service qui a des interfaces avec des flux, voilà, avec d'autres métiers, il y a des interdépendances avec voilà, plein d'autres services également. Et donc ça m'a vraiment permis, en tout cas cette expérience, de voir le monde de l'entreprise peut-être un petit peu plus en relief que ce que j'imaginais. Voilà, l'entreprise elle est multidimensionnelle, et il faut chercher sa place, il faut la trouver, et ça se fait à force de conviction, voilà, avec peut-être aussi une certaine forme de créativité. Et puis le relationnel reste quand même au cœur de la vie professionnelle, et je pense qu'on peut avoir tendance peut-être à le minimiser quand on sort d'école, parce que ce qui nous semble important, c'est l'expertise, c'est ce qu'on a appris. Et finalement, je pense que le véritable enjeu quand on commence et quand on est assez jeune dans le milieu de l'entreprise, c'est vraiment réussir à comprendre que la dimension relationnelle, elle est tout aussi importante que le fond. Voilà, ça reste encore une fois la forme et le fond. Oui, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, à la fac, on n'a que des connaissances théoriques, enfin, en tout cas, beaucoup de connaissances théoriques, et donc on n'a que ça, quelque part, à mettre en avant lorsqu'on sort de Master 2, parce que on ne nous a pas appris à, justement, à savoir communiquer, ou à savoir argumenter, construire, je sais pas, une discussion, et donc, on se raccroche à ce qu'on peut. Tout à fait. Non, mais voilà, et je pense que c'est une bonne chose, mais simplement, je pense de le savoir, c'est déjà beaucoup. Je pense que du coup, il y a une vraie scission qui se fait entre des personnes qui vont avoir un naturel plutôt extraverti. Alors, je sais pas si extraverti est le mot, mais qui vont avoir une confiance naturelle, qui vont avoir une aisance à l'oral, par exemple, et des gens qui vont être un petit peu plus réservés. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'il y ait ce schéma-là. Alors évidemment, c'est très bien pour les gens qui ont cette aisance naturelle, mais pour les autres, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu plus pénalisés ou un petit peu mis en difficulté, justement parce que c'est moins naturel, donc c'est des choses vers lesquelles on va moins, en plus qu'on n'a pas forcément apprises en fonction de son parcours, mais en tout cas en droit, je pense que ça peut manquer, même si encore une fois ça évolue, et maintenant il y a des doubles parcours, maintenant il y a de l'alternance, il y a des DU aussi qui permettent de mettre un petit peu de pragmatisme et de soft skills. Mais en tout cas, voilà, du coup, il y a une scission qui se fait entre des gens qui ont une personnalité qui va être un petit peu plus, qui va favoriser naturellement le relationnel, et d'autres qui vont être des personnalités peut-être plus analytiques, un petit peu plus réservées, qui vont moins le privilégier. Et c'est dommage, parce qu'on rentre du coup dans le monde de l'entreprise avec une petite, disons une corde en moins à son arc, en tout cas quelque chose qu'on privilégiait pas, mais qui est très important pour son évolution professionnelle, je pense. Et justement, Columbus a pu te permettre de rajouter cette corde que tu n'avais pas à ton arc, pour faire de toi une juriste finalement beaucoup plus accomplie, je sais pas si c'est le bon terme, mais avec beaucoup plus de prise de recul, en tout cas sur le monde de l'entreprise. Et moi, je voulais surtout évoquer avec toi la période sur fin 2018. Fin 2018, ça évoque plusieurs choses pour tout le monde. Ça évoque principalement la victoire de la France à la Coupe du Monde. Très important. Belle victoire, mais c'est important. Très belle victoire, voilà. Mais au-delà de ça, fin 2018, Maëlle Bihan décide de quitter Columbus pour encore une fois réintégrer le monde du droit. Donc là, tu reviens dans le monde juridique. Mais avant, tu décides justement d'intégrer l'école européenne de contract management, qui est dirigée par Grégory Levaux. Tout à fait. Est-ce que tu peux déjà nous donner ta définition pour toi du contract management ?
Oui, alors bon, pour moi, le contract manager, c'est avant tout un chef d'orchestre. Bon, sa mission principale, je dirais que c'est de compenser l'incomplétude et l'imperfection d'un contrat en favorisant l'adaptabilité, donc qu'elle soit relationnelle, même l'adaptabilité en termes de changement, d'évolution du contrat, parce que le contrat aujourd'hui, de plus en plus, c'est un outil, mais c'est un outil évolutif. Il évolue comme le projet, et comme dans le contract management, finalement, on évolue sur des projets qui sont complexes par définition et par nature. Eh bien, il faut avoir quelqu'un qui soit capable justement un petit peu de conduire ce changement et d'avancer en même temps que le projet évolue. Le contract manager, donc évidemment, il doit favoriser la connaissance du contrat, favoriser aussi son évolution qui va suivre l'évolution du projet. Et puis, il est là aussi pour négocier, donc rechercher les intérêts, donc évidemment de l'entreprise pour laquelle il travaille, mais aussi de la partie avec laquelle l'entreprise travaille. C'est-à-dire que c'est une recherche des intérêts communs pour trouver des solutions qui soient adéquates aux deux parties. Parce qu'en effet, je pense qu'il y a vraiment une révolution, je sais pas, mais au moins une évolution dans la façon dont aujourd'hui on doit considérer le contrat. C'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment comme avant sur justement des contrats de type transactionnel où vraiment ce qui compte c'est ce qui est écrit dans le contrat, c'est le simple résultat, c'est l'objet qui va être au centre du contrat, c'est-à-dire ce qu'on va les obligations et le résultat qu'on va attendre de ce contrat, que ce soit un résultat tangible ou pas. Voilà, l'idée c'est en fait d'essayer de faire plus des contrats relationnels où vraiment la relation, le partenariat sont des choses à prendre en compte, parce qu'on se rend compte que les projets ça a un coût, et souvent les échecs dans les projets c'est souvent à l'origine des échecs de relations, des échecs de relations humaines. C'est très juste ce que tu dis. Ce qu'on oublie, en fait, un contrat, c'est vraiment la rencontre de deux, enfin on dit de deux volontés ou de plusieurs volontés, mais c'est surtout une relation humaine. Et peu importe au final ce qu'il y a dans le fond du contrat, parce que s'il y a un sujet, on n'ira pas voir tout de suite au contrat. On va essayer de s'arranger autrement. Et c'est seulement si ça ne fonctionne plus qu'on va aller lire telle ou telle clause. Donc c'est intéressant de mettre cette notion-là en avant. Tout à fait, et je pense qu'elle l'est pas forcément assez, et moi je me rends compte dans la pratique de contract manager, finalement je fais très peu de droit. La majorité des négociations, parce qu'évidemment on n'est pas seul, ça va être d'essayer justement de comprendre les besoins des uns et des autres, les contraintes, mais finalement le contrat ça reste un outil, et il vient toujours, je dirais, traduire une réalité mais qui est préexistante, un besoin, des intérêts, des contraintes. Donc finalement voilà, il faut pas non plus sacraliser l'outil juridique, et je pense que du coup c'est la posture que doit avoir le contract manager. Évidemment le juridique est bien pour gérer les risques, il est là aussi parce que quand quelquefois il y a des tensions, c'est bien justement d'avoir des choses qui soient écrites, qui permettent aussi de garder une trace de ce qui a été décidé. Mais au-delà de ça, je dirais que tout le reste, ça doit être la recherche d'un vrai partenariat qui soit durable pour les deux parties et qui ait un intérêt. Parce qu'au bout d'un moment, si finalement vous n'avez que des intérêts divergents et que vous avez un contrat qui est complètement déséquilibré, finalement, à terme, au-delà du contrat, c'est juste la fin de la relation. Et donc, quand il n'y a plus de relation, il n'y a pas de contrat. Donc, c'est juste. Et moi, je me rends compte qu'au fil des années, je fais de plus en plus de term sheets, juste pour que les parties posent leurs envies, leurs craintes, pour justement qu'il y ait cette fluidité dans la communication et qu'il n'y ait pas de malentendu. Après, le contrat n'est que la traduction de ce qu'il y a dans ce term sheet. C'est ça, et je pense qu'il y a aussi avec les personnes avec lesquelles on travaille, et là c'est pour ça que c'est à nous, juristes et contract managers, de faire un vrai travail de pédagogie là-dessus, c'est-à-dire que souvent l'outil contrat est mal compris, parce qu'on va distinguer le relationnel, le commercial, le juridique. Et souvent, on me dit « Ah bah tiens, Maëlle, j'ai besoin de ton aide, parce que là, il y a une clause juridique. » Mais en fait, il n'y a pas de clause pour moi purement juridique, c'est-à-dire que finalement, tout est lié. Évidemment, vous avez le contrat, mais je veux dire, la cohérence globale d'un contrat, c'est du financier, c'est du relationnel, c'est du juridique, c'est du technique aussi. Et en fait, tout doit être complètement cohérent. Et tout doit être global. Et finalement, il n'y a rien qui soit purement juridique, il n'y a rien qui soit purement commercial, parce que tout va avoir des implications les uns sur les autres. Donc je pense que c'est ça aussi le rôle du juriste de plus en plus, c'est d'avoir un rôle transversal
de bien connaître les métiers des uns et des autres, parce que finalement, pour moi, le garant de la cohérence, le garant de la non-contradiction et le garant justement de toutes ces implications entre le juridique, le technique, le commercial, c'est le contract management qui peut l'avoir, et le contract manager ou le juriste. Et du coup, tu sais qu'à la fac, Maëlle, enfin, toi comme moi, en fac de droit, on nous a pas du tout expliqué ce que c'était qu'un contract manager. En tout cas, de mon côté, c'était pas du tout un terme qui était évoqué. Moi, je l'ai connu très tardivement aussi, Ouais. et ce qui est quand même très étonnant, je trouve. Mais du coup, quelle est la différence entre un juriste qui est spécialisé en droit des contrats et un contract manager? Alors après, en fonction des entreprises, évidemment, ça va varier. J'ai pas de définition parfaite à proposer, sachant que dans certaines entreprises, il n'y a pas nécessairement de distinction entre les deux, parce qu'il peut y avoir aussi une confusion des rôles. Parfois, on a un juriste qui est aussi contract manager. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que déjà, il y a deux typologies de contract managers. Certains n'ont pas forcément un parcours juridique. On peut avoir des contract managers qui sont ingénieurs, donc qui vont avoir, je dirais, les mêmes missions et la même fonction, c'est-à-dire de piloter le contrat, d'aider en tout cas les chefs de projet à piloter donc, tout ce qui est contractuel et tout ce qui va avoir des implications juridiques au niveau d'un projet. Mais bien souvent, il a au moins un vernis juridique ou une petite formation. Et puis, on a des contract managers qui sont donc juristes, ce qui est mon cas. Mais en tout cas, voilà, on peut être contract manager et ingénieur de formation et avoir simplement... Pardon ? Ou acheteur. Ou acheteur aussi, tout à fait. De plus en plus, on a en effet dans cette fonction achat, ça développe de plus en plus des missions de contract management et des acheteurs qui se forment, et ça c'est très bien, au contract management. Et donc pour moi la différence elle est pas tant dans l'expertise, parce que bon, dans les deux cas, que le contract manager soit juriste ou pas, il y a évidemment une formation juridique, il y a une connaissance des règles juridiques et puis de cet univers-là, des règles, de la façon de penser aussi du juriste. Mais pour moi c'est plus dans la posture et dans l'utilisation des compétences. Et dans sa place aussi au sein de l'entreprise. Pour moi, finalement, le contract manager, il va piloter le contrat, donc pas simplement le suivre, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il puisse venir optimiser finalement. Donc c'est pour moi un autre regard qu'on va poser sur la fonction de juriste, sur sa place et sur ce que peut apporter le contrat. Le contrat, c'est un petit peu la vision anglo-saxonne du contrat, c'est-à-dire que ça va être un outil qui va évidemment venir prévenir les risques, les sécuriser, mais c'est aussi potentiellement des opportunités. Donc des opportunités relationnelles, donc de mettre en place une relation plus durable, aussi des opportunités en termes de gains financiers potentiellement, des opportunités pour optimiser des processus. Et donc finalement l'idée du contract manager, c'est de venir justement rendre l'outil contrat être un outil pas simplement juridique, c'est-à-dire pas un contrat qu'on va signer pour se sécuriser et qu'on va regarder simplement au moment où un contentieux ou un précontentieux survient. C'est vraiment d'en faire un matériau qu'on peut utiliser tout au long du projet pour venir aider et appuyer le projet et les opérationnels ou les techniques qui sont sur ce projet-là, pour essayer justement d'en faire un outil de réflexion sur des process, sur de l'optimisation, sur des gains financiers. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on rejoint l'école européenne de contract management? Il me semble que c'est la seule école, tu me dis si je me trompe probablement, que c'est la seule école en contract management, en tout cas en Europe ou en France, qui est vraiment connue et reconnue. Ouais, c'est ça, c'est la première école et c'est la seule école certifiée. Oui, comme tu disais, elle a été fondée par Grégory Levaux et puis donc il dirige cette école avec Nawel Bergou. Donc c'est une école qui forme des juristes, mais aussi des non-juristes, des personnes en sortie d'école, en sortie de formation, donc en complément par exemple d'un parcours juridique, mais aussi pour des personnes qui sont déjà en poste, qui souhaiteraient s'orienter vers le pilotage de contrat. Donc ça pourrait être par exemple un acheteur qui n'a pas forcément cette dimension-là et qui voudrait l'ajouter à son périmètre, et qui voudrait gérer finalement des contrats dans le cadre de projets complexes, ou qui voudrait revoir sa stratégie, par exemple, contractuelle avec ses fournisseurs et ses sous-traitants. Et donc, l'idée de l'école, c'est de venir vraiment apporter de la valeur ajoutée et des compétences dans des domaines très variés. Donc, évidemment, le contract management, comme l'indique précisément le nom de l'école, mais aussi sur la gestion de projet. Évidemment, parce qu'on va travailler main dans la main avec des chefs de projet, avec des directeurs de projet. Donc, il faut aussi avoir, je dirais, une vision sur leur méthode de travail, sur ce qui va les impacter, mais sur la négociation aussi. Et ça a été pour moi un outil magique, ouais. Parce que la négociation, ça sert évidemment au contract manager qui, en principe,
participe aux négociations contractuelles, c'est-à-dire que c'est pas juste le rédacteur et le traducteur. Dans l'idéal, il doit pouvoir influencer la rédaction du contrat et pas simplement venir traduire. Dans l'idéal, il est là aussi pour proposer des solutions, pour être proactif dans la recherche des solutions, dans la connaissance des besoins à la fois de son entreprise, mais aussi les besoins des partenaires, des clients, des fournisseurs. Donc voilà, cette école-là, elle permet vraiment de donner justement les soft skills qui parfois manquent aux juristes et aussi venir donner parfois un petit peu de théorie à des gens qui seraient déjà dans le monde professionnel, mais qui n'auraient pas forcément toutes les clés ou tous les outils pour faire du contract management. Donc on a gestion de projet, négociation, analyse financière aussi, parce qu'évidemment le contract manager doit avoir une sensibilité à la finance, parce que son idée, encore une fois, c'est d'optimiser. Donc réduire les risques, mais aussi optimiser, venir trouver des opportunités, notamment en termes de gains financiers. Donc il faut qu'ils sachent aussi les identifier, les porter aussi potentiellement avec la voix du service commercial, avec la voix du service financier. Et en fait, tout ça, c'est fait avec beaucoup de méthodologie. Et l'idée de l'école, c'est vraiment de venir privilégier des outils et de la pratique. Donc, on a beaucoup de mise en situation. On s'entraîne, par exemple, à la négociation. Et donc, en fait, tout ça, ça doit nous servir à réutiliser de manière très concrète dans le monde de l'entreprise ce qu'on a appris. Et donc, on peut suivre cette formation en parallèle de son travail. C'est un rythme qui peut être tenu très facilement. Comment toi, tu l'as vécu à ce moment-là? Tu travaillais ou t'étais... Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai suivi en fait cette formation en parallèle de mon activité de consultante. J'apprenais beaucoup en tant que consultante, mais c'est vrai que j'avais quand même cette envie de pouvoir valoriser mon expertise juridique, puisque j'avais quand même fait un master en droit, et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait justement venir combiner à la fois mon appétence pour la gestion de projet et tout ce que j'avais appris dans le domaine du conseil, et puis tout en conservant quand même mon expertise juridique, et puis cette réflexion, cette argumentation aussi qui me plaisait. Et donc, j'ai entendu parler de ce métier de contract manager et puis j'ai suivi cette formation en parallèle et à la suite de cette formation, j'ai sauté le pas pour devenir complètement contract manager. Et ça t'a demandé beaucoup de travail ? Je dirais que ça demande, oui, un petit peu de travail. Après, je pense que ce qui compte, c'est vraiment de s'investir en séance, c'est-à-dire pendant la formation. C'est une formation qui est répartie entre 12 et 15 jours sur 3 ou 4 mois. Et donc, je trouve ça intéressant aussi d'espacer un petit peu les modules parce que ça permet aussi de pouvoir intégrer au fur et à mesure les différents modules, les différents outils qu'on apprend. Et puis, ce qui compte, je pense, c'est vraiment, et c'est ce que valorise l'école, c'est-à-dire c'est vraiment les mises en situation, les cas pratiques, parce que l'idée, c'est pas de faire du bachotage, c'est vraiment de tester les outils, de poser des questions. Donc c'est vraiment des modules où on vous implique beaucoup. On vous fait faire des exercices, alors soit seul, soit en groupe. On fait des simulations de négociation, par exemple. Enfin, donc finalement, je dirais qu'il y a beaucoup de choses que vous apprenez en les vivant à l'école. Et aussi en partageant, parce que finalement, vous rencontrez des gens qui sont, par exemple, déjà dans le monde de l'entreprise depuis quelques années. Vous avez des gens qui sont ingénieurs, d'autres juristes, d'autres qui sont sortis de formation. Donc c'est aussi très intéressant d'échanger avec toutes ces personnes parce que vous avez parfois des visions très différentes. Et puis il y a des gens qui ont aussi des anecdotes, qui ont des cas à partager. Et donc ça permet ensemble d'échanger, de brainstormer et de voir comment est-ce qu'on peut régler des problématiques qu'on rencontre dans le milieu professionnel. Et du coup, tu as pu appliquer toutes ces compétences-là chez Flowbird, que tu as rejoint en 2018, septembre 2018, si je me trompe pas. C'est ça, tout à fait. Septembre 2018, parce que toi aussi, Maëlle, pour toi aussi, je me suis amusée à aller stalker ton profil sur LinkedIn. Comme tous nos invités, vous avez tous reçu la fameuse notification Selma Khaled a vu votre profil. On a accepté tout de suite, Selma. Merci beaucoup, Maëlle, ça me touche beaucoup. Et Flowbird, donc pour ceux qui connaissent pas Flowbird, c'est une société qui est spécialisée dans les technologies qui sont liées au stationnement urbain. Donc typiquement, c'est les parcs-mètres, si je me trompe pas, avec un petit logo, un petit autocollant qui est collé par-dessus. Vous verrez nécessairement Flowbird écrit dessus, c'est ça ? C'est ça, nos horodateurs. Et puis on a aussi les applications mobiles maintenant, parce qu'évidemment... tout se digitalise. Okay. Donc c'est ça, on est spécialisé donc dans tout ce qui est mobilité urbaine, donc à la fois pour le stationnement, les parcs-mètres, horodateurs comme tu as dit, et puis aussi pour tout ce qui est transport public. Voilà, on a 2 business units qui tournent principalement autour de ça.
Et aujourd'hui, tu occupes un poste qui est assez hybride, du coup, entre juriste, donc avec des missions spécifiquement juridiques, et contract manager. Est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée chez Flowburn? Comment s'est déroulée ton intégration? Combien vous êtes? Quel est ton périmètre d'action? Comment vous êtes organisés? On veut tout savoir avec Swazig, on veut tous les détails. Vous êtes curieuses, les filles. Vous avez raison. C'est une belle qualité. Moi, je travaille essentiellement sur les projets de transport public parce que c'est dans cette activité que les projets sont les plus longs et peut-être les plus complexes. Donc en fait, on développe et on installe des systèmes billettiques entiers. Donc en fait, c'est des équipements c'est des équipements et des solutions de mobilité, donc des équipements qui vont permettre par exemple d'acheter ou de valider vos titres de transport, que vous preniez le métro, un tramway, un bus aussi. Donc on fournit tous ces équipements que ce soit à quai ou ces équipements dans les bus ou dans les métros. Donc c'est ce qu'on appelle les équipements embarqués, qui sont embarqués dans ces véhicules. Et donc on a beaucoup de sujets parce qu'on a des sujets évidemment bancaires, on a des technologies qui sont quand même assez complexes. Et puis on a aussi des sujets par exemple d'interopérabilité entre des systèmes différents. Donc voilà, c'est des sujets qui sont pas toujours simples, et donc l'idée c'est vraiment de travailler main dans la main à la fois avec le service commercial et aussi avec les chefs de projet. Donc moi j'ai 2 types d'activités au sein de l'entreprise. Donc j'ai une activité de conseil juridique, donc de juriste, où je participe en effet à la rédaction de certains contrats, notamment lorsqu'on a des offres nouvelles qu'on veut proposer à nos clients. Donc là l'idée c'est vraiment de construire le contrat. Je travaille aussi avec les acheteurs sur les relations fournisseurs. Et puis aussi, je travaille de manière un petit peu plus globale sur la stratégie, par exemple, éthique et conformité, RGPD ou gestion de notre propriété intellectuelle. Donc, je dirais que ça, voilà, on est plus soit sur du corporate, soit sur de la stratégie juridique interne. Et puis, j'ai aussi une mission de contract management, donc c'est-à-dire de pilotage contractuel. Et là, mes missions concernent vraiment tout le cycle de vie contractuel. Donc, ce que j'appelle le cycle de vie contractuel, c'est à la fois l'avant-vente, donc la partie où justement on doit remettre une offre dans une phase d'appel d'offres, puisque nous on travaille beaucoup avec des marchés publics, puisqu'on est sur du transport public. Et puis aussi pendant la phase d'exécution, donc l'exécution du projet, une fois qu'on nous a attribué le marché, donc on va évidemment devoir répondre à nos obligations et fournir ce qu'on a proposé. Et donc ça veut dire concrètement que je travaille main dans la main avec, au départ, le service commercial. Donc on participe à la phase d'appel d'offres, donc on analyse évidemment les documents contractuels, on analyse l'offre, et donc on participe aussi à l'identification potentiellement des risques, à la provision pour risque s'il y a besoin. Donc on parle beaucoup aussi avec les commerciaux, et puis on aide potentiellement à la négociation du contrat. Nous on est en marché public, donc c'est assez encadré, mais en tout cas en effet on participe à cette phase-là. Et puis donc une fois que le marché nous a été attribué, on travaille avec les chefs de projet, les directeurs projet, sur la stratégie contractuelle. Donc évidemment, on vérifie le respect par chacun des obligations contractuelles de part et d'autre, mais aussi on gère la relation, et ça on en parlait tout à l'heure, Swazig, hein, donc c'est en effet hyper important parce que c'est toute la communication avec le client, notamment dans des situations de changement ou d'évolution, parfois aussi de tension, parce que évidemment un projet c'est des imprévus, ce sont des aléas, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des changements parce que le besoin du client n'a pas bien été cadré au début, parce que finalement on se rend compte au fur et à mesure de l'évolution du projet que les besoins changent. Donc finalement on est un dialogue permanent entre l'entreprise et puis le client. Et donc tout ça s'aménage à la fois avec l'outil contrat, mais aussi avec la dimension communication que nous on doit porter avec les chefs de projet. Et l'idée là, ce que je trouve intéressant en exécution, c'est vraiment de travailler avec les chefs de projet parce que souvent les chefs de projet sont quand même très impliqués évidemment sur le terrain. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de tension de leur part parce qu'ils sont toujours en interaction avec le client. Le client évidemment hein, qui a ses desiderata, qui a ses contraintes, qui a aussi la pression interne de sa hiérarchie. Et donc je trouve ça intéressant aussi d'être en appui au chef de projet, et je dirais qu'on a aussi un rôle à tenir pour être quelque part un petit peu
une soupape pour eux, c'est-à-dire vraiment un soutien aussi dans la stratégie de communication, parce qu'évidemment, c'est pas toujours évident d'avoir le recul ou la prise de hauteur nécessaire quand vous êtes sans cesse avec le client, que vous êtes en dialogue beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de sujets à gérer. Donc voilà, le rôle de contract manager, c'est aussi ça, c'est aussi savoir gérer cette dimension-là, être à l'écoute aussi des chefs de projet et des collaborateurs avec lesquels on travaille. Donc je dirais que le lien entre le juriste et le contract manager, c'est aussi d'avoir cette fonction un petit peu de support et de soutien que je trouve importante et qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que en effet, contract manager, on a cette vision de une personne active, proactive. Oui, mais il faut aussi faire preuve d'écoute, être en recul. Un rôle de soutien et avoir ce rôle de soutien. Tout à fait. Mais surtout la plus-value à montrer. Ça, c'est arrivé dans les réunions de négociation où au départ, on est obligé d'avoir son juriste avec soi et puis on se rend compte que finalement, il est capable de déminer certaines situations parce que il aura su peut-être trouver un compromis. Je pense qu'on met pas assez en avant le juriste qui est capable d'écouter les deux parties et de trouver un bon compromis ou un mariage d'intérêts, comme j'ai pu l'entendre, entre le client et entre le prestataire, pour arriver à une solution qui soit satisfaisante pour tout le monde. Tout à fait, c'est intéressant ce que tu dis, et je pense qu'en effet, parfois, ça vient justement aussi peut-être de notre extériorité. C'est-à-dire que comme on n'est pas comme les chefs de projet tout le temps sur ce projet, parce qu'on voit une multiplicité de projets, on a parfois ce regard un petit peu extérieur, cette prise de recul, et donc on peut apporter des solutions, alors créatives, je sais pas, mais en tout cas un petit peu différentes. On peut avoir une vision un peu différente, intéressante à valoriser, et je pense que comme tu le dis, c'est là tout le plus et toute la valeur ajoutée qu'on peut apporter. C'est à la fois l'écoute et la proposition. Je pense que c'est vraiment ces deux sujets-là. Et donc, nous, chez Flowbird, on est une petite équipe. On est 2 juristes contract managers et une directrice juridique. Donc, on a un périmètre assez large. C'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de la mission. On a des sujets très polyvalents et on a beaucoup d'interlocuteurs. Mais l'ambition, ça reste optimiser les relations avec nos clients grâce au pilotage du contrat, informer, communiquer, interpréter et négocier. Et trouver des solutions, comme tu le dis, Swazig. Et est-ce que parfois tu t'es déjà senti exclue d'un process dans lequel tu aurais dû être présente en tant que juriste ou en tant que contract manager et ça n'a pas été le cas? Et si ça t'est déjà arrivé, comment tu l'as géré? Oui, alors ça dépend vraiment de l'entreprise dans laquelle on est. Chez Flowbird, on est très bien intégré en tant que contract manager, donc ça c'est une vraie chance qu'on a parce qu'en effet, on est intégré dans les processus. Après, bizarrement, les freins que j'ai pu rencontrer, c'est parfois dans la négociation avec les clients, parce qu'en fonction des entreprises, on a des clients pour qui le juriste en fait reste en chambre et ne participe pas aux négociations. Ce qui fait que ça crée un déséquilibre parce qu'en effet, on a donc chez Flowbird, nous on a donc la juriste ou le contract manager, donc ça peut être moi ou ça peut être ma collègue qui intervenons. Et puis en face, on n'a pas, je dirais, la personne qui a, je dirais, le langage juridique ou en tout cas la partie expertise. Et donc parfois, on peut avoir en effet des clients qui ne souhaitent pas que le juriste ou le contract manager participe. Alors pour plusieurs raisons, parfois il y a la crainte, en effet, de venir cristalliser les tensions, parce que je sais pas pourquoi on a cette image du juriste et du contentieux qui quand même nous colle un petit peu à la peau, malheureusement. C'est celui qui va dire non. C'est celui qui va dire non parce que c'est simplement celui qui va freiner le business, c'est celui qui va ne voir que les risques. Donc on essaie aussi de changer un petit peu cette image et c'est pour ça que nous souvent on s'appelle contract manager justement pour essayer d'éviter un petit peu l'intitulé juriste qui peut faire peur. Et parfois c'est une bonne technique. Ouais, c'est une bonne technique. Mais en effet, on essaie aussi je pense que dans le vocabulaire, la façon de s'exprimer, c'est aussi très important. On essaie d'éviter au maximum, par exemple, le jargonnage purement juridique. On essaie vraiment, d'adopter le langage opérationnel, un langage évidemment qui soit clair pour tout le monde, et de montrer que finalement, ce qu'on cherche, c'est pas le contentieux, c'est pas la traçabilité à tout prix pour mettre l'autre en défaut. C'est vraiment chercher justement un partenariat qui soit équilibré. Et donc oui, pour revenir à ta question, ce qui peut aussi freiner, c'est le fait qu'en effet, à côté, eux ont pas du tout la même organisation. Le juriste reste en chambre, et donc finalement ils comprennent pas qu'il y ait un juriste qui soit là
qui fasse traîner ses oreilles dans la réunion. Et puis potentiellement, ils ont peur aussi de ce qu'on va pouvoir dire, des questions qu'on va pouvoir poser, que eux ne sachent pas forcément répondre parce qu'ils n'ont pas cette casquette ou ce vernis juridique. Et donc, évidemment, comme il n'y a pas d'homogénéité, il faut réussir à trouver sa place. Et donc, souvent, c'est dans les premiers échanges, c'est expliquer aussi un petit peu pourquoi on est là, expliquer que finalement, nous, dans notre process, on essaie de mettre en amont le contract manager ou le juriste parce que ça favorise en fait la rapidité dans la validation. Et ça, c'est souvent un bon argument. En disant que voilà, nous parfois si on a besoin aussi d'aider, de venir faire de la rédaction, de l'évolution, c'est important qu'on puisse bien comprendre le projet parce que sinon en fait on n'est pas performant, on nous met pas dans les moyens de bien faire notre travail. Donc l'idée c'est de montrer qu'on est là pour écouter, pour comprendre les sujets. Et je pense que finalement, paradoxalement, plus on est mis dans la boucle en avant, et mieux ça se passe. Parce que finalement l'idée c'est de dire le contract manager vient pour comprendre, pour écouter. Donc du coup ça paraît pas bizarre parce que généralement au début de projet il n'y a pas trop de problématiques et donc finalement quand vous prenez l'habitude d'être là, les gens ne s'étonnent plus quand il y a un problème que le juriste ou le contract manager soit là. Oui, puis en plus l'objectif c'est, et ce que les gens n'ont pas toujours conscience, c'est qu'on est là pour qu'il n'y ait pas de déperdition d'informations. Parce que lorsqu'on a l'information d'un tel, qu'il a récupéré d'un tel, nécessairement l'information initiale n'est plus la même et on gagne en temps. Tout à fait. Et je pense que ce gain de temps, je dirais que c'est pour moi le meilleur argument parce que c'est un argument qui est commun à tous les métiers. Tout le monde veut aller vite, tout le monde veut gagner du temps, tout le monde veut optimiser. Et en fonction des entreprises, je sais que parfois les processus de validation sont très longs. Et donc nous, c'est une façon de dire que finalement, voilà, si la juriste ou la contract manager, sont présents en amont, finalement, tout va être beaucoup plus simple. Et finalement, même en interne, moi souvent c'est ce que j'explique parce que parfois évidemment il y a des gens avec qui on a moins l'habitude de travailler et donc on a des gens qui travaillent tout seuls aussi parce que nous on peut pas être sur tous les fronts et eux-mêmes se rendent compte que finalement quand on participe aux échanges et aux débats et aux conversations, finalement ça va beaucoup plus vite dans la rédaction du contrat, dans la traduction, dans tous les conseils qu'on peut donner. Parce qu'on est évidemment beaucoup plus pertinent, parce qu'on comprend exactement quel est le besoin et quel est le contexte et la situation. Et en plus, en termes de validation, ça va beaucoup plus vite parce qu'on a été mis en amont, donc on a eu le temps de comprendre les sujets. Et donc pour valider, on valide avec beaucoup plus de rapidité parce qu'on peut être garant de la cohérence. On sait qu'on valide des choses qu'on connaît, sur lesquelles on a pu aussi avoir une influence. Et donc je trouve que c'est quand même plus simple pour tout le monde de pouvoir valider au fur et à mesure et itérer et chercher des solutions tous ensemble avec un contract manager ou une juriste qui aura aussi sa pertinence et son œil, son regard juridique à apporter, plutôt que d'avoir finalement ce juriste ou ce contract manager qui arrive finalement en fin de processus et qui quelque part aussi va toujours conserver ce rôle de frein au business parce que il repère qu'il y a eu une incohérence, une contradiction et on va devoir repartir en négociation parce que il y a des choses qui auront potentiellement été oubliées. Et parfois c'est normal parce que ce sont des choses très juridiques ou ce sont des automatismes que n'ont pas les commerciaux, que n'ont pas les opérationnels. Et donc du coup, on a finalement cette impression qu'en effet la validation juridique, c'est un petit peu le saut qu'on doit recevoir en fin de processus et qui parfois nous met un no-go. Et finalement, ce no-go, on le met parce qu'on n'a pas été mis dans la boucle avant et que finalement on n'a pas pu, je dirais, corriger en amont quelque chose qui finalement aurait pu l'être très facilement. Donc je pense que en fait la solution elle est dans le fait d'être vraiment inclus, je dirais en début de projet. Et puis avec évidemment parfois des moments où on n'est pas là, où on est moins là, où on est un petit peu en retrait. Mais je pense que être là au début pour au moins se présenter et dire en fait nous on travaille de manière très étroite avec notre service juridique, notre service du contract management, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on travaille mieux. Et ensuite on sait que finalement cette personne-là elle va être garante de la cohérence de tous les documents. Contractuelle et puis de la cohérence aussi parfois globale du projet. Et c'est comme ça qu'en fait après on arrive à avoir un processus qui se déroule avec plus de rapidité sans avoir le risque d'un no-go du juridique parce qu'il y a eu quelque chose qui a échappé en cours de négociation. Et alors à l'inverse, parfois on est aussi trop mis en amont d'un projet et donc au moment où on a été saisi et au moment où on est saisi à nouveau pour contractualiser, le projet n'a plus rien à voir. Donc c'est vraiment un subtil équilibre à trouver entre le trop tard et le beaucoup trop tôt. C'est ça, c'est pas forcément évident. Après je préfère toujours, c'est ce que je dis, être mise un petit peu, être mise trop en amont
que pas assez. Après, c'est à nous aussi de venir réguler. Et je pense qu'on a aussi un rôle à jouer. C'est-à-dire que finalement, c'est pas forcément évident pour nos chefs de projet, pour les opérationnels, pour les acheteurs, de savoir à quel moment nous mettre. Et je pense que la communication est hyper importante. Et nous, on a fait beaucoup de réunions un petit peu process pour essayer de fluidifier les choses, de voir à quel moment c'était important de nous mettre dans la boucle ou pas, pour quel type de sujet, mettre aussi peut-être, je sais pas, des mails avec des mots-clés ou un seuil, je sais pas, d'importance, de chiffre d'affaires ou de criticité par rapport à des risques sur un projet, pour que les gens sachent aussi quand vous mettez dans la boucle, parce que parfois c'est plus souvent un oubli qu'une réelle volonté, enfin en tout cas au sein de mon entreprise, de vous éviter. C'est simplement que les gens veulent aller au plus rapide, ils pensent pas forcément à vous, et puis ils savent pas en fait nécessairement à quel moment il est opportun de faire appel à vous. Donc je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer là-dessus pour expliquer à partir de quand, expliquer aussi nos besoins et nos contraintes. Je pense que finalement tous les métiers en ont, nous, mais comme tout autre métier. Et je pense que l'idée c'est d'essayer de les communiquer. Et je pense que la bonne façon, c'est de comprendre aussi, parce que nous, on est un métier d'interface, en tout cas le contract management, c'est ça, on est en interface avec beaucoup d'autres métiers, et donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre les besoins des autres, des chefs de projet, des acheteurs, et en comprenant leurs besoins, essayer de faire passer aussi le message sur nos contraintes à nous. Comme ça reste un échange. Nous, on sait comment on peut aussi mieux les soutenir, parce qu'on comprend là où sont véritablement leurs points de difficulté. Et puis ça permet d'être un échange où finalement on se dit, on communique, hein, ça paraît tout simple, mais finalement c'est, je pense, pas assez fait. Et ça dans toutes les entreprises, je pense que c'est la communication, on le répétera jamais assez, ça reste un prérequis, mais c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande comment faire une en prise sorte de de recul. créer la bonne culture juridique au sein de l'entreprise, et comment bien la communiquer pour bien savoir quand faire appel aux juristes, c'est ça? C'est ça fait partie de la culture du juridique, ouais, tout à fait. Et est-ce que ça fait partie de tes challenges ou tes objectifs que tu voudrais réaliser, qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? Pour la suite, ils sont nombreux, mais je pense que oui, l'idée c'est de contribuer un petit peu au renouveau de cette fonction juridique, alors au sens large, hein, le juriste, le contract manager, parce que le métier évolue. Je pense qu'il évolue dans un sens assez intéressant pour nous, parce que ça nous permet quand même de développer beaucoup de compétences différentes. Et donc ouais, j'aimerais bien continuer à avoir des convictions pour mon métier, la façon dont il doit évoluer. Et puis participer aussi à mon échelle à cette évolution, créer le juriste de demain. Je sais que vous partagez aussi cette vision du juriste augmenté avec justement des compétences, des soft skills, des compétences relationnelles. Donc je pense que ça c'est important. Ouais, sur la communication, et notamment. sur les... Voilà, et puis l'idée aussi, ce que j'aimerais, c'est diffuser aussi peut-être une éthique un petit peu nouvelle du contrat. On en a parlé, mais c'est ce contrat un petit peu relationnel, ce contrat outil évolutif qui favorise aussi la relation et pas simplement des rapports de force ou des rapports de pouvoir. Ça, je pense que c'est très important parce que ça va venir aussi redéfinir un petit peu notre rôle, redéfinir aussi l'image de la fonction juridique, qui est pas simplement un frein, mais qui participe vraiment de la stratégie et de la réflexion, à la fois en termes évidemment de réduction des risques, mais pas que, en termes d'optimisation, en termes d'opportunités. Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour nous. Ça nous permet d'avoir un positionnement plus intéressant, d'avoir des missions aussi un peu plus larges. Voilà. C'est bien noté, Maëlle. Alors vous me ferez une évaluation dans 1 ou 2 ans, c'est ça, que je sache quand même un petit délai de prévenance, parce que on avait terminé une grille d'évaluation, on revient vers toi avec des critères très exigeants pour noter tout ça. Plus sérieusement, on va passer à la dernière partie du podcast. Je vais te poser 4 questions auxquelles tu vas répondre éventuellement, si tu le veux bien, au tac, très rapidement. Donc on va commencer avec la première question. Si tu devais révolutionner un processus métier, lequel ce serait et pourquoi? Alors un processus, j'ai pas forcément de révolution sur un processus. Je pense que ce que j'aimerais révolutionner, on en a parlé, voilà, c'est un petit peu ce mythe du pur juridique. L'idée, c'est vraiment d'avoir je dirais une culture en général, pas forcément un processus, mais qui soit vraiment décloisonnée, ouverte sur les autres métiers, une culture de la curiosité, voilà, et pas simplement avoir l'image de la culture juridique comme expertise.
Les liens avec la finance, ça pourrait être intéressant parce que on peut pas séparer les deux. Voilà. Donc je pense vraiment que voilà, créer des ponts, créer des liens, c'est vraiment, je pense, ce qui doit vraiment caractériser la culture juridique et vraiment aussi évidemment venir se retrouver dans les processus. Mais vraiment pas survaloriser l'expertise, même si elle est importante. Mais je pense que ça suffit pas en entreprise, en tout cas. Il faut aussi vraiment ce décloisonnement, cette ouverture et cette curiosité. Ok. Deuxième question, quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes ? Pour bien collaborer, moi je dirais que ça tient en 2 verbes. Pareil, on en a déjà parlé, mais pour moi c'est écouter et proposer. Donc voilà, parce qu'en fait, on est là souvent en soutien. Faut savoir écouter les besoins, les intérêts de chacun, être facilitateur pour avoir voilà une certaine objectivité, peut-être proposer des solutions qui vont aller dans les 2 sens. Et puis proposer en ayant des convictions, c'est-à-dire les juristes, les contract managers sont pas décisionnaires, mais pour autant, je pense qu'il faut qu'on ait des convictions. On peut pas se résumer juste à valider ou à invalider. Il faut aussi qu'on soit porteur de solutions. Dans l'idéal, même si c'est pas toujours facile. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Troisième question, quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique de Flowbird ? Alors, la plupart de nos outils, ils sont issus de ma formation à l'École européenne de contract management. Ils sont de 3 types. Donc, on a des registres pour organiser l'activité, pour mieux communiquer, pour organiser la traçabilité. On a des templates, évidemment, et des outils d'archivage. Et puis, on a aussi, je trouve, ce qui est assez intéressant, des outils d'auto-évaluation, et ça, je trouve ça assez intéressant parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on fait pas assez. On vient pourtant d'un milieu scolaire où on est habitué à l'évaluation, mais s'auto-évaluer, c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent, et moi la première. Donc en effet, parfois prendre du temps après une négociation, par exemple, pour s'auto-évaluer et se dire qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, peut-être demander aussi des feedbacks à des collègues. Tiens, là-dessus tu m'as trouvé comment ? Est-ce que tu m'as trouvé un peu trop ferme, un peu trop laxiste ? Est-ce que tu trouves que j'ai été claire, par exemple, dans mon langage ? Est-ce que j'ai un peu trop jargonné ? Enfin, voilà, donc je trouve que ça c'est aussi intéressant de se faire, alors sans forcément il y a un outil, mais en tout cas c'est pas forcément un outil au sens palpable, mais je pense que c'est des outils de travail qui doivent être valorisés. Et t'as des templates qu'on pourrait communiquer aux personnes qui nous écoutent si elles sont intéressées, qui sont pas confidentielles et qu'on peut standardiser pour... Ouais, tout à fait, avec plaisir, parce qu'en effet c'est vraiment intéressant, et je le fais pas autant que je le voudrais, je suis sincère avec vous, mais en effet je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer. Et puis après les autres outils, c'est plus des méthodes, voilà, sur de la communication et de la négociation. On a pas mal parlé, mais je pense que ça aussi c'est des choses qui se développent au fur et à mesure de tout un parcours, de toute une carrière, et il faut en effet s'intéresser aussi à ces méthodes-là, les postures de communication, de négociation, comment dire non aux autres, comment communiquer de manière efficace et empathique. S'auto-évaluer ou être évalué par les autres, ça demande quand même une certaine prise de recul sur soi et une certaine capacité à écouter l'autre sans forcément mal le prendre. Bon, évidemment, il faut que la critique soit constructive, mais c'est pas toujours évident. Non, c'est pas toujours évident, et c'est pour ça que je pense qu'il y a toujours des gens en interne. Bon, alors après, moi, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de gens. Il y a des gens que j'apprécie beaucoup, avec qui je travaille très bien, et donc j'imagine ça assez facile de pouvoir leur demander de manière assez sereine, parce que ça reste quand même le monde professionnel, mais en tout cas de leur demander de manière assez sereine s'ils peuvent me faire un retour objectif sur, je sais pas, une prestation, sur une négociation. Mais en effet, je trouve qu'on fait pas assez, et parfois moi-même j'y pense pas toujours, mais je trouve que ça peut être intéressant parce qu'on se voit pas toujours, on s'écoute pas toujours parler, surtout quand on est en interaction avec beaucoup d'autres gens. Et je trouve que la négociation surtout, ça peut être un bon exercice, parce que les gens ont pas forcément toujours non plus l'occasion de voir exactement ce qu'on fait ou de nous faire un retour, mais la négociation, je trouve que c'est pas mal d'avoir un avis sur la façon dont on a été, dont on a communiqué, pour progresser tout simplement. Et puis je vais être un tout petit peu pragmatique, ça peut aussi servir à la fois pour les entretiens annuels d'évaluation, en disant voilà, je suis appréciée des opérationnels. Et puis j'ai une ancienne directrice juridique qui m'a donné un conseil que j'applique encore aujourd'hui, que je trouve plutôt sympa. C'est lorsqu'elle est arrivée, elle m'a dit Soisic, faites-vous une case remerciement. Parce que un jour vous aurez un coup de moins bien, ou pour X raisons vous allez avoir besoin de
de retrouver un peu le moral, et vous allez relire ce que les gens disent de vous. Et je l'ai fait en pas très convaincue, pour être honnête, mais je l'ai quand même fait, et j'avoue qu'une fois ou deux, ça m'a servi, juste voilà, pour se dire oui, je travaille bien, ou oui, les gens sont contents de la relation que j'ai avec eux, et depuis, ouais, je continue de le faire. C'est une super idée, ça. En effet, et ça, c'est souvent aussi quelque chose qu'on essaye, nous, des des astuces qu'on essaie de donner aux opérationnels aussi, c'est-à-dire que souvent on voit le négatif sur les projets, ou on voit les tensions, on voit ce qui va pas, et on oublie aussi de valoriser ce qui va bien. Oui. Et comme tu dis, c'est vrai que je pense qu'il faut le faire aussi pour soi, dans sa propre dans son propre quotidien. Donc ouais, ça c'est une super idée. Dernière question, Maëlle, puisqu'il s'agit bien des 4 conseils de Maëlle et non pas des 4 conseils de Swazig. Pardon. Non, mais c'est bien d'échanger. Attendez, moi je viens aussi pour avoir des astuces, échange de mon procédé. Je sais bien, Maëlle, j'aime bien taquiner Swazig, c'est mon taquin favori. Dernière question pour toi, Maëlle. Oui. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il ? Un seul conseil, c'est difficile, mais et puis en plus c'est toujours difficile de donner des conseils de toute façon, mais peut-être un conseil pour sortir un peu des outils et du pur pro. Moi, je dirais que un conseil, ce serait de nourrir un projet un peu à côté de son métier, qui soit différent de ce que vous faites toute la journée. Je sais qu'il y avait un chef d'entreprise célèbre, je sais plus lequel, qui disait que ce qui compte, c'était pas tant ce qu'on faisait de 9h à 18h, mais qu'on faisait en fait le reste du temps. Parce que c'est ça qui fait un petit peu la différence et qui va rejaillir sur la façon dont vous travaillez au quotidien sur votre métier principal. Et je pense qu'il avait pas tout à fait tort, parce qu'en effet, on a tous un métier, on a tous une expertise, on a tous des compétences quelque part. Mais ce qui va être peut-être assez intéressant, c'est de développer des compétences qui soient autres. Et aussi, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Swazig, c'est-à-dire parfois on peut avoir peut-être des baisses de régime dans son parcours au niveau du quotidien professionnel, et quand on rencontre des difficultés dans un environnement, dans une carrière, ça permet aussi de pas tout faire reposer à un seul endroit, et du coup le questionnement est aussi plus facile, la remise en question c'est plus facile à faire quand on a d'autres choses à côté qui nous nourrissent, et ça je pense que c'est important, parce qu'on parle beaucoup en fait d'équilibre vie pro vie perso. Mais je pense que même au sein du pro, faut aussi créer un équilibre. Alors après, l'idée c'est pas forcément d'avoir deux métiers, d'être slasher, voilà. Mais je pense que se créer d'autres terrains de jeu au sein de son même environnement professionnel, peut-être ça peut être tout simple, en rencontrant des gens qui font autre chose, en participant, je sais pas, en adhérant à une association, enfin. Mais en tout cas, quelque chose qui soit un petit peu plus large que son métier et qui se limite pas à sa vie de bureau stricto sensu, ça peut être une bonne chose, je pense. Et toi, ce serait quoi, du coup, c'est quoi ton échappatoire Le théâtre. Ouais, moi j'en ai plusieurs. Je fais du théâtre, en effet. Ouais, cette année, j'en ai pas fait beaucoup, malheureusement, mais ça va reprendre l'année prochaine, j'espère. Mais en effet, je fais du théâtre, je continue un petit peu à faire de la philosophie, et puis je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc j'essaie de développer aussi, toujours de continuer à développer une curiosité pour d'autres métiers, d'autres univers. Donc ça m'arrive d'aller à des conférences sur des choses complètement différentes de ce que je fais, avec des gens qui sont entrepreneurs, des gens qui font du marketing, parce que finalement, je pense que c'est quand même assez facile d'être curieux en rencontrant des gens, parce qu'en fait c'est ça le moteur de la curiosité, c'est les rencontres, et puis en fait ça se partage, ça se transmet, ça se cultive par la contagion. Donc rien que le fait de rencontrer des gens, ça fait beaucoup de choses. Écoute, c'est une très belle conclusion, parce que nous, on a été ravis de te rencontrer. Sincèrement ravis de te rencontrer, d'échanger avec toi. Tu nous as beaucoup apporté, que ce soit Thomas ou moi pendant nos premiers échanges, ou encore avec Swazig. Tout à fait. C'était toujours un plaisir de discuter avec toi. Et merci pour ton temps et pour tous tes retours d'expérience, qui sont vraiment, vraiment, vraiment précieux. Puis du coup, on te dit à très bientôt. Et oui, et dernière question, si on veut te contacter, Maëlle, si jamais on a envie de prendre contact avec toi, échanger, discuter, te poser des questions, sur quel canal tu préfères qu'on vienne te chercher ? Je pense que le plus simple, c'est LinkedIn. Vous me trouverez avec mon prénom de manière toute simple et peu originale. Voilà.
Ok, et écoute, je le mettrai aussi en lien dans la description de l'épisode. Et puis je te souhaite plein de belles choses pour la suite, beaucoup de réussite dans la suite de tes aventures. Et puis je te dis à très bientôt, Maëlle. Merci beaucoup à toutes les deux. J'ai hâte de découvrir les prochains invités. Et puis je suis très contente de cette initiative de podcast parce qu'il fallait quand même un podcast sur les juristes. C'est pas possible. Et vous l'avez fait, donc j'en suis ravie. Merci Maëlle. Merci Maëlle. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur séraphin.légal, section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite.